Sur cette partie de présentation, on va rester concentré sur la voie apprentissage. Donc, la formation ingénieur par la voie de l'apprentissage est un parcours qui est spécifique. Alors, pas spécifique à VET-AgroSup, puisqu'on retrouve de l'apprentissage dans les autres écoles d'ingénieurs agro, mais elle est spécifique par la construction de cette formation au sein de l'école. Elle est différente de la voie étudiante, puisqu'elle s'adapte au fait que l'apprentissage, c'est de l'alternance entre deux lieux de formation, le campus agronomique à VET-AgroSup et puis le lieu, l'entreprise avec lequel vous serez en contrat si vous choisissez la voie de l'apprentissage. Alors, pour faire le lien avec la conférence précédente, une diapo sur l'admission. On est bien sur une admission sur un concours national qui est un concours national spécifique apprentissage, le concours apprentissage. Le profil pour accéder à ce concours, ce sont des profils un peu particuliers et différents des autres concours, puisque vous pouvez rentrer après directement un bac+2, que ce soit un BTS ou un DUT, mais vous pouvez aussi rentrer après une licence pro. Au niveau du concours, pour le concours national, il y a deux grandes phases dans ce concours. D'abord, une phase d'admissibilité qui comprend la partie dossier et deux épreuves écrites. Alors, il y a une épreuve d'anglais et une épreuve de synthèse de documents. Cette phase d'admissibilité permet déjà généralement c'est la moitié des inscrits qui sont admissibles pour passer à la phase d'après, la phase d'admission. Donc une note est donnée au dossier et aux épreuves écrites qui permettent de faire un classement sur une liste d'aptitudes pour derrière passer à la phase d'admission. Si vous êtes admissible, la phase d'admission, ce sont en fait des entretiens devant des jurys des différentes écoles, en sachant que sur le concours apprentissage, quand vous vous inscrivez à ce concours, vous devez faire 3 vœux d'école. Et si vous êtes admissible, vous allez passer des entretiens dans les écoles pour lesquelles vous avez fait des vœux. Les différentes écoles dans lesquelles vous avez passé des entretiens feront un classement et ensuite vous obtiendrez ou pas l'école pour lesquelles vous avez fait ou votre premier ou votre deuxième ou votre troisième vœu en fonction des classements d'école. Alors, au niveau de ce concours apprentissage, on est d'accord, comme c'est un concours national, ce ne sont pas les différentes écoles, c'est pas VET-AgroSup qui organise ce concours. C'est bien le service des concours agronomiques et vétérinaires et c'est bien sur le site internet du service des concours que vous devrez vous inscrire pour passer ce concours. Alors, les inscriptions sur le concours apprentissage auront lieu en janvier 2021, en sachant qu'aujourd'hui, sur le site du concours, les dates ne sont encore pas à jour. Les notices du concours 2021 ne sont pas encore sorties, mais je pense qu'il faut y regarder assez régulièrement courant décembre, puisque les choses vont changer, je pense, en décembre, vous aurez les éléments. Donc, inscription en janvier, la phase d'admissibilité, généralement, c'est au mois de mars, les épreuves écrites. Ensuite, deuxième quinzaine du mois d'avril, les entretiens dans les écoles. Et le résultat du concours, généralement, tombe courant mai 2021. Alors, pour être apprenti dans une de nos écoles, à VET-AgroSup, il faut avoir réussi le concours, ce concours apprentissage, mais il faut aussi avoir signé un contrat d'apprentissage avec une entreprise, puisqu'on est bien sur ce dispositif d'alternance. Alors c'était trop vite. Donc, signer un contrat d'apprentissage avec une entreprise, c'est signer un contrat de travail pour 3 ans avec la structure d'accueil.
c'est la totalité de la formation qui est proposée en alternance. Nous ne proposons pas des contrats d'apprentissage de 2 ans avec AgroSup. Le contrat d'apprentissage, c'est un contrat de travail. Donc, pendant la totalité de la formation et toute la durée de la formation, vous serez rémunéré par l'entreprise. Alors, la rémunération d'un apprenti, c'est un certain pourcentage du SMIC qui va être variable selon l'âge, votre âge, et selon les années de formation. On est entre 43% du SMIC en début de parcours et ça peut aller jusqu'à 78% du SMIC en 3e année, voire pour les apprentis qui auraient plus de 26 ans, 100%, la rémunération, c'est 100% du SMIC. Je précise que l'entreprise vous rémunère, que vous soyez à l'école ou que vous soyez en entreprise. Vous êtes bien rémunéré tous les mois par l'entreprise. Au niveau des types de structures dans lesquelles vous pouvez faire votre apprentissage, tout type de structure permet d'être apprenti avec AgroSup, que ce soit des collectivités, que ce soit des entreprises privées, que ce soit des établissements publics, que ce soit des associations. Vraiment, on ne regarde pas forcément le type de structure. Nous, on va s'attacher plus particulièrement à vérifier que les missions qui vous sont confiées par l'entreprise d'accueil vous permettent bien de développer les compétences de l'ingénieur. Ça, c'est le but à la fin, c'est que vous ayez votre diplôme, que vous ayez les compétences attendues d'un ingénieur agronome. Donc, on sera attentif aux missions que les entreprises vont vous proposer. Alors, là, je cite quelques exemples d'entreprises, mais c'est vraiment les entreprises agroalimentaires, les instituts techniques, les chambres d'agriculture, les coopératives, les centres de recherche, les banques, c'est très, très varié. La taille de l'entreprise n'a pas non plus énormément d'importance. Pour terminer sur la diapo, avant de laisser Paul illustrer cette entreprise d'accueil, vous serez encadré par un maître d'apprentissage pour les 3 ans de la formation. En entreprise, il y aura une personne qui sera plus particulièrement chargée de vous encadrer. Voilà, je ne sais pas si Paul, tu veux rajouter des choses sur l'entreprise d'accueil, sur la tienne en particulier? Oui, je peux en rajouter. Donc, je me présente d'abord, Paul Fernando. Donc, je suis un apprenti au sein de VET-AgroSup, donc en dernière année. Donc, ouais, pour revenir, donc moi, je travaille dans le Sud-Ouest, dans une coopérative agricole du Sud-Ouest, dans une filière volaille palmipède. Donc, je connaissais pas du tout avant d'arriver dans l'école, donc, et donc j'ai eu une proposition de 2 contrats d'apprentissage que j'ai saisis, et pour l'instant, ça se passe très bien et très bien accompagné. Concernant l'encadrement, peut-être, il ne faut pas que vous ayez peur. Il y a écrit niveau ingénieur sur la diapositive, mais n'ayez pas peur. Vous allez voir dans le milieu de l'entreprise, vous allez peut-être avoir des directeurs d'entreprise ou même des personnes qui occupent des postes clés qui auront un BTS ou simplement une licence et qui n'auront pas le grade d'ingénieur, mais en soi, dans le travail de tous les jours, ils ont largement le niveau ingénieur. Donc, ne vous freinez pas si la personne n'a pas le diplôme ingénieur dans vos recherches, quoi. Ça, c'est important de le comprendre. Et après, concernant les entreprises, donc il y a tout type d'entreprise. Ça va, dans ma classe, ça va de l'entreprise avec les très grandes entreprises, avec plus de 4000 employés dans les groupes, à des petites entreprises ou associations. J'en ai une dans ma classe, par exemple, qui travaille dans un centre de sélection bovin. Et ils sont 4 de mémoire. Donc vous voyez, il y a vraiment une diversité, et je pense que c'est ce qui fait la force de la formation, c'est qu'on a tous les types de profils et on peut échanger avec tous les types de profils et voir tous les types de structures qui existent dans le monde agricole, para-agricole et de l'agroalimentaire. Merci Paul. Alors, du coup, comment s'organise et va se dérouler la formation? Alors tout à l'heure, dans la première partie de la conférence, on vous a parlé des options qui se situent effectivement plutôt en dernière année de parcours. Mais avant,
on a quand même l'acquisition d'un certain nombre de bases communes à tout ingénieur, quel que soit le domaine de spécialité dans lequel il va s'orienter ou qu'il a choisi par son apprentissage. En première année, il y a une grosse partie de socle commun autour des systèmes de production agricole, de l'alimentation, des organisations, institutions politiques publiques, d'économie, outils de l'ingénieur. Ce socle commun permet à tout ingénieur d'avoir une vision globale et de ne pas rester enfermé dans une seule spécialité. Progressivement, sur la première, deuxième année, vous allez vous spécialiser, mais c'est vrai que c'est important d'avoir quand même cette vision d'ensemble. En entreprise, bien évidemment, ça va commencer aussi progressivement par l'intégration et la découverte dans l'entreprise. Et puis, vous allez prendre en main, déjà dans un premier temps, participer à un projet sur cette première partie de formation. En deuxième année, on a un socle commun encore autour des connaissances scientifiques et techniques liées à l'entreprise en elle-même, tout ce qui est filière. Et puis, progressivement, dès la deuxième année, vous aurez une pré-spécialisation professionnelle avec des choix de modules. Alors, ces choix de modules, ils sont à faire en fait en fonction de vos besoins par rapport à vos missions d'entreprise, mais aussi de votre projet professionnel. Ça peut être aussi ça qui guide vos choix au cours de la formation. Sur la partie entreprise, ce qu'on va attendre plutôt sur la deuxième année, notamment, c'est de réaliser une période à l'international dans une entreprise à l'étranger pendant 8 semaines. Donc, j'en reparlerai de manière un petit peu plus précise tout à l'heure. Et puis, progressivement, c'est d'acquérir la capacité à travailler en équipe et à manager des ressources humaines. Alors, le management de ressources humaines, c'est pas uniquement avoir une équipe sous ses ordres, mais c'est aussi former ses collègues sur des thématiques particulières, etc. Et puis, en troisième année, vous aurez une option à choisir parmi les 6 qui vous ont été présentés précédemment. Et je redis bien que l'ensemble des 6 options sont proposées aux apprentis. On n'a pas d'option particulière pour les apprentis. Le choix d'option, il se fait généralement en concertation avec le maître d'apprentissage en entreprise, puisque ça doit permettre aussi de répondre aux besoins en compétences attendus par l'entreprise. Bien évidemment, sur la dernière partie de la troisième année, vous avez un projet de fin d'études à réaliser au sein de l'entreprise qui donne lieu à un mémoire de fin d'études et une soutenance. Voilà comment sont organisés les 3 ans de la formation. Sandrine, si je peux me permettre. Vas-y. Ouais, pour la deuxième année, il ne faut pas que ça vous fasse peur comme vous ne voyez pas de matière comme en première année, par exemple système de production agricole ou autre. Dans les modules de pré-spécialisation professionnelle, là, vous allez vraiment avoir du concret. Donc, je vais parler pour moi, par exemple. Donc, moi, je viens plutôt de ma famille, je suis plutôt dans le monde de l'élevage, de l'agriculture. Donc, dans un premier temps, j'ai voulu d'abord découvrir un peu le monde agroalimentaire. Donc, j'ai fait une option plus sur la production des produits de territoire agroalimentaire. Donc, on a travaillé sur les bières territoriales, sur la charcuterie, des choses comme ça. Donc, vraiment, j'ai pu découvrir ce milieu en allant faire des visites, autres. Tandis qu'après, lors du deuxième module, donc là, je suis venu plus en lien avec l'élevage, j'ai pris une option sur la valorisation des systèmes herbagers en herbe, des systèmes tout en herbe. Donc là, je me suis rendu, j'ai travaillé sur une étude de cas concrète dans le Doubs, donc dans la zone du Comté, où on a pu répondre avec un groupe d'étudiants à des problématiques environnementales autour de l'élevage et la valorisation de l'herbe, donc puisque le cahier des charges du Comté exige la production de lait à l'herbe. Donc vraiment, ce qu'il faut que vous gardez à l'esprit en deuxième année, c'est que vous allez adapter un peu votre parcours suivant les choses que vous souhaitez découvrir ou les choses que vous souhaitez approfondir. Je pense notamment à une option qui permet d'accompagner une exploitation, un cas réel, accompagner une exploitation du conventionnel vers l'agriculture biologique,
ou d'autres options sur le commerce ou des choses comme ça qui vous plaisent et dont vous avez envie d'en découvrir plus. Et ce choix de parcours, hein, comme l'explique Paul, ce choix de parcours en deuxième année n'a pas forcément d'incidence sur votre choix d'option en dernière année. C'est-à-dire que en deuxième année, vous pouvez faire le choix d'ouverture sur des choses qui sont pas en lien avec votre entreprise d'accueil hein, et vos missions, pour vous ouvrir l'esprit sur d'autres. C'est un petit peu ce qu'il faut voir hein, dans la formation. C'est cette partie ouverture d'esprit sur d'autres choses et sur la partie entreprise, plus une spécialisation. Pardonne-moi Sandrine, tu as fini ta présentation? Non, il en reste. Il en reste... Je suis très en retard peut-être. Non, 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 non. Ah bon. C'est que je voyais qu'il y avait plein de questions intéressantes à poser. Alors, je vais aller vite pour aller droit sur les questions parce que c'est vrai que c'est quand même ça qui est assez intéressant. Là, je vous présente, mais je ne vais pas m'étaler dessus, hein, c'est le calendrier d'alternance, c'est-à-dire c'est sur les 3 années de formation, comment s'organise l'alternance entre la partie gris clair, qui est la partie école, et puis la partie gris foncé, qui est la partie entreprise. Donc, vous voyez sur la première année, on a une alternance très régulière, 4 semaines entreprise, 4 semaines école, ce qui permet de suivre les dossiers hein, en entreprise parce que on va vous confier des missions avec des responsabilités et il va falloir que les suivre. Donc, quand on part trop longtemps de l'entreprise, c'est compliqué de conserver le fil. Donc, sur la première année, c'est assez régulier. On a des périodes beaucoup plus longues sur la partie juillet et août. La deuxième année, c'est un petit peu moins régulier, mais on a une partie très longue, juin, juillet, août, qui est complètement en entreprise. Et sur la dernière année, les 6 derniers mois sont complètement en entreprise. Je parlais tout à l'heure d'une exigence que l'on a pour les apprentis comme pour les étudiants, de faire une période à l'international. Pour les apprentis, on est sur 8 semaines minimum dans une entreprise étrangère, dont l'objectif, c'est à la fois la pratique de l'anglais professionnel. Vous savez peut-être pas, le diplôme d'ingénieur est conditionné à l'obtention d'un niveau B2 en anglais. Donc, pour ceux qui passent le TOEIC, c'est 785 points TOEIC, hein, ce niveau B2, à acquérir avant la fin de la formation. Et puis, du coup, la période à l'international, elle a aussi vocation à vous permettre d'acquérir la capacité à travailler dans un contexte culturel, professionnel différent. Les missions seront généralement en accord avec les missions de l'entreprise en France, hein, en tout cas en lien avec les missions en France, afin de vous permettre justement toujours hein, cette ouverture vers sur mathématiques de travail, qu'est-ce qui se passe en dehors de nos frontières. Au niveau de l'anglais, on a l'exigence effectivement du niveau B2 et on propose à tous les étudiants, on les organise, les TOEIC, hein, sur le campus et on prend en charge 2 passages par apprenti. Alors, du coup, pour terminer et synthétiser, les avantages de la formation par la voie de l'apprentissage, c'est cette alternance école-entreprise hein, qui permet de faire des liens directs avec le monde professionnel. On voit des choses à l'école, on les applique en entreprise, on est les mains dans le cambouis en entreprise et puis à l'école, on prend du recul aussi sur ce qui se passe en entreprise. Voilà. Cette alternance entre les deux qui est très très formateur. Comme pour les étudiants, on est sur une formation dont les enseignements sont fondés sur cette thématique Global Health, qui est à l'interface des santé humaines, animales et environnementales. On a des modules communs agro et véto qui permettent de partager ces connaissances. On a l'ouverture à l'international par le fait qu'on oblige cette période à l'étranger. Et puis, les apprentis peuvent individualiser leur parcours par les choix de modules qui sont faits tout au long des 3 ans.
Autre avantage, c'est en termes d'accompagnement, c'est le double tutorat par un enseignant à l'école et puis par un maître d'apprentissage en entreprise qui permet à l'apprenti d'être accompagné sur tous les volets de son parcours. Et puis, la formation par apprentissage vous permet d'avoir une réelle expérience professionnelle qui, à la sortie, est gage d'une insertion facilitée. Ben voilà, on a terminé pour la présentation plus formelle. Place aux questions. Alors peut-être qu'on peut, je vais départager peut-être ou en tout cas passer plus à une vue. C'est exactement, c'est ce que j'allais dire. Voir des gens qui sont animés, c'est peut-être plus intéressant. Et puis on changera, on regardera Paul ou voilà. Donc il y a plusieurs questions concernant le concours. Tu y as partiellement répondu, mais la présentation était aussi peut-être, tout le monde n'était peut-être pas en direct au moment où tu as présenté. Par rapport aux dates d'inscription, il me semble que tu répondais que tu n'avais pas encore toutes les dates précises, c'est ça? Alors, les dates du concours apprentissage, elles vont apparaître sur le site du service des concours, le service des concours agronomiques et vétérinaires qui gère la totalité des concours agro. Donc, c'est sur ce site internet, le site du service des concours, que vous trouverez les dates d'inscription au concours. J'étais encore sur le site tout à l'heure, le site du concours, des concours, il n'y avait toujours pas la mise à jour pour 2021. Chaque année, l'inscription, elle se fait en janvier. Ça peut commencer en décembre, hein, mais vu le retard a priori qu'ils ont pris, je pense qu'il faut regarder courant décembre sur ce site. Mais de toute façon, vous aurez jusqu'à fin janvier pour vous inscrire sur le concours. Une autre question, Sandrine, c'est peut-on rentrer juste après le bac? Alors non. L'accès à notre formation par apprentissage, c'est bien à bac plus 2 ou bac plus 3, mais pas niveau bac. Après, on peut rentrer à l'issue d'un BTS, à l'issue d'un DUT, mais il faut le bac plus 2. Voilà. Après, toujours par rapport à ce concours, sommes-nous obligés de faire 3 vœux d'école? Je vais répondre d'un point de vue apprenti, donc c'est pas obligé, rien n'est obligé dans la vie, mais on peut miser tout sur une école, mais c'est à ses risques et périls. Avec trois écoles, ben, on a plus de chances d'avoir une école sélectionnée, quoi. Donc, on peut faire un seul vœu, 2 vœux, mais le mieux, c'est d'en faire 3 quand même, d'augmenter ses chances. Ensuite, combien y a-t-il d'écoles ingénieurs agro par apprentissage et quelles sont leurs répartitions géographiques? Alors, je ne sais pas si Paul peut répondre, peut-être, mais peut-être. J'en connais quelques-unes parce que je connais un peu de monde dans chacune. Alors, de mémoire, je ne sais pas combien il y en a. Il y a Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Clermont, donc Paris. Rennes, je ne sais pas s'il le propose ou pas. Oui. Alors, justement, c'est un peu la particularité, c'est que quasiment toutes les écoles d'ingé publiques proposent de l'apprentissage, mais pas sur la totalité de leur parcours. Notamment Rennes, puisque c'est l'exemple type. Rennes, ils ont un cursus agronome et un cursus agroalimentaire, et l'apprentissage n'est proposé que sur le parcours agroalimentaire. À Dijon, à GrosSup Dijon, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'ils ne font l'apprentissage que sur leur cursus agroalimentaire. Alors à Rennes, il y a aussi la partie paysage et horticulture qui est proposée par l'apprentissage, mais pas le cursus agro. Oui, moi je vous conseillerais de bien vous renseigner avant de vous inscrire. Nous, on a la particularité, Vetagro propose l'ensemble des options pour ses apprentis, tandis que dans d'autres écoles, ce n'est pas le cas. Donc, renseignez-vous bien de vos droits avant de choisir cette école. Et
c'est pour finalement la refuser, il n'y aura pas grande utilité, quoi. Alors, on a des questions aussi par rapport à la recherche d'entreprise. Faut-il avoir une entreprise qui nous certifie de nous prendre en tant qu'apprenti au moment même du concours? Non, alors. Paul, je ne sais pas si tu veux répondre. Ouais, oui, je peux répondre. Non, non. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une entreprise au moment du concours. Même, je pense que le jour du concours, au moins du concours écrit, il n'y a pas grand monde encore qui a son entreprise. Après, le jour de l'oral, c'est toujours un plus de dire qu'on a son entreprise, mais même à l'issue de l'oral, moi j'ai été pris lors de mon entretien oral, j'avais pas l'entreprise, j'avais déjà des contacts dans l'entreprise dans laquelle je suis actuellement, mais j'en avais pas encore un papier attestant que j'étais pris en apprentissage. Mais c'est toujours un plus, mais après c'est pas obligatoire, non. Sandrine, je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Non, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que on n'impose pas d'avoir un contrat au mois d'avril quand on fait passer les entretiens. Ce qui va être regardé, c'est plutôt la démarche que vous mettez en place pour trouver votre entreprise. C'est important qu'on prenne des apprentis globalement sur ce concours qui ont une vraie démarche de recherche. Il ne s'agit pas ni pour l'école ni pour le candidat de se retrouver le bec dans l'eau parce que vous n'avez pas d'entreprise. Donc c'est important de commencer les démarches suffisamment tôt, de bien réfléchir à ce que vous voulez faire, avec qui vous voulez le faire, de commencer à faire les listes d'entreprises susceptibles de vous intéresser et de mettre en place une démarche de recherche. Alors la recherche, Paul confirmera, mais la recherche d'un contrat d'apprentissage, c'est un peu une recherche d'emploi, et c'est comme une recherche d'emploi, c'est-à-dire que ça doit être structuré, ça doit être suivi, c'est une partie qui n'est pas simple. Je confirme. Et donc, est-ce que l'école propose d'accompagner les étudiants pour trouver justement ce contrat d'apprentissage, ou est-ce qu'on vous laisse tout seul? Non, non, je vous rassure, on n'est pas du tout seul. Hein. L'école, déjà, elle a elle est déjà représentée, elle a tous ces anciens élèves qui travaillent dans le monde dont nous, on recherche des entreprises, donc forcément, il y a des offres qui passent. Après, vous pouvez chercher de votre côté, l'école aura des offres, mais après, bien sûr, comme l'a dit Sandrine, de son côté, il y a aussi, il faut être proactif dans la recherche de l'entreprise, et maintenant, il y a différents canaux qui existent. J'en connais qui ont trouvé via leur réseau, j'en connais qui ont retrouvé via les réseaux sociaux professionnels qui se développent. Il ne faut vraiment pas avoir peur de déposer une annonce, même s'il n'y a pas de proposition d'offre d'emploi pour un poste ou pour une recherche spécifique d'un apprenti. Vraiment, des fois, vous envoyez vos CV et vos motivations à l'entreprise et ça peut matcher. Juste pour compléter sur le dispositif d'accompagnement, dès qu'on a la liste des candidats qui sont retenus dans notre école, on organise courant mai une journée apprentissage où l'ensemble des candidats apprentis se retrouvent sur le campus à VetaGrosSup, et on travaille sur la journée à présenter la formation, présenter les offres. On a des entreprises qui viennent personnellement présenter leurs offres, et donc on commence à faire des entretiens avec les entreprises. Voilà. Et puis on utilise, c'est aussi l'occasion d'utiliser les réseaux des uns et des autres, puisque vous arrivez tous avec des parcours différents, avec des réseaux. Et c'est dès le début, mais avant même le démarrage de la formation, on utilise cette diversité de parcours pour s'enrichir mutuellement, quoi. Je n'ai plus de questions dans le chat. Donc il y a une question là concernant l'option A2E, je ne sais pas si... Oui, mais qui concernait sans doute la conférence précédente, en fait, si tu veux. La personne est encore là. Concernant l'option A2E, permet-elle une vision d'ensemble des différentes filières de production, ou se contente-t-elle seulement
aux productions majoritaires de la région. Donc non, elle ne se cantonne pas seulement aux productions animales donc de la région. Ils ont eu des cours, je ne suis pas dans l'option, mais je suis quand même de proche l'option parce que je connais plusieurs personnes qui sont. Ils ont eu pas mal de cours sur notamment la production dans des pays différents, étudier d'autres systèmes agricoles, autant la façon de produire que la façon de commercialiser, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Mais également, ils ont vu de la cuniculture, donc de l'élevage de lapins, ils ont vu de la volaille, bien sûr, du porcin. Donc non, ça ne se limite pas seulement à du bovin lait ou du bovin viande, même s'il y en a, et ça je ne dis pas le contraire, ou de l'ovin, mais il va y avoir également d'autres productions. Pourquoi plus aller? Ah, ça c'est une question super intéressante. Pourquoi plus aller dans votre école qu'une autre? Alors, je ne sais pas si c'est Paul qui répond ou Sandrine. Ça peut être, Paul, tu peux commencer à répondre, après je répondrai. Alors, moi je vais répondre à un peu mes sentiments. Donc pourquoi être allé à Vetagro plutôt que dans d'autres écoles? Tout d'abord parce que je suis proche enfin j'aime bien l'élevage, c'est ce vers quoi je pense vouloir plutôt m'orienter, et je pense que déjà la présence de Vetagro au sein c'est une force, une des écoles reconnues au niveau de l'élevage, je pense, et au niveau de l'approche agricole des formations. Donc je pense que c'était un grand plus pour mon CV. Après, ce qui m'a tout particulièrement plu à Vetagro, c'est déjà une école à taille humaine. Donc vraiment, c'est un esprit de village, on va dire. Donc on se connaît à peu près tous dans l'école, et il y a la résidence qui crée des liens aussi. Donc on vit tous un peu en symbiose, et donc ça c'est vraiment l'aspect sympa. Et après, il y a également en Vetagro ce lien avec l'école vétérinaire qui renforce sa puissance. On a des cours mutualisés, il y a des journées mutualisées où on va travailler plus sur des gestions par exemple, de crise sanitaire. J'ai travaillé sur la crise de l'influenza aviaire, à titre d'exemple, avec une approche plus agronome de mon côté, sur l'élevage plus des volailles, tandis qu'il y avait une approche plus des vétérinaires avec l'explication du virus, des choses comme ça. Donc, cette complémentarité qui m'a plu. Après, le cadre Clermont-Ferrand, je ne sais pas, peut-être si vous ne connaissez pas la région, peut-être on ne vous entendait pas forcément du bien de Clermont. Moi, c'est ce que j'entendais, c'était forcément Clermont, c'était où? C'est au centre de la France, voilà. Et à Clermont, moi, j'ai adoré finalement. Enfin, il y a tout à proximité. Si on veut aller courir le soir après les cours, en 5-10 minutes, on est au milieu des champs de blé, des divers champs. On a une exploitation en face de l'école, donc il y a pas mal de choses positives, ouais. Et donc, je ne sais pas s'il y a des choses à... Le point de vue de Sandrine, c'est quoi les atouts de du campus? Alors, je pense que du campus agro, ça reste Paul, hein, mais moi, ce que je dirais surtout, c'est que dans l'univers, en tout cas, l'ensemble des écoles d'ingénieurs agro, il y en a pour tout le monde. C'est-à-dire que on choisit aussi une école pour le projet qu'on a. On forme tous des ingénieurs agro, mais on a des spécialités un petit peu différentes les uns des autres. Hein, et je pense que c'est aussi ce qu'il faut regarder, c'est-à-dire qu'est-ce que moi je veux faire, qu'est-ce qui m'intéresse et où est-ce que j'ai la spécialité qui peut répondre à cet intérêt-là. Il n'y a pas forcément de concurrence entre les différentes écoles, c'est-à-dire qu'il y en a pour tout le monde. Donc l'intérêt, c'est la diversité pour que ça puisse répondre au plus grand nombre. Mais effectivement, après, moi, je suis assez d'accord avec tout ce que dit Paul. Après, j'ai peut-être mis en avant l'aspect mon goût pour l'agricole. Après, j'ai des camarades qui sont également dans l'agroalimentaire et voilà, qui trouvent également leur intérêt dans l'école, où on a fait pas mal de visites d'entreprises assez diversifiées, et il y en a pour tous les goûts. Je pense que c'est ce qui fait la force, et c'est que déjà les apprentis ont accès à toutes les options. On sent un réel pied d'égalité avec les étudiants, ce qui peut être un peu différent dans certaines écoles, je pense. Et je pense que on n'a pas une étiquette apprenti, on n'a pas une étiquette étudiant, on est tous élèves du même campus, et c'est ça, je pense, qui est vraiment cool à vivre.
Alors, on a une autre question. Est-ce que sur le terrain, on a la reconnaissance par les professionnels? Enfin, est-ce que la reconnaissance est supérieure quand on a un diplôme DEG que quand on a seulement le DUT ou la licence pro? Moi, j'ai répondu en privé à cette question, mais... Ouais. Alors, Moi, je peux répondre. Peut-être, je sors d'un DUT. Moi, j'ai fait un DUT génie biologique, option agronomie, avec en deuxième année une spécialisation production animale. Donc, si voilà, mon parcours avant d'intégrer l'école d'ingé. Donc, pour moi, le diplôme d'ingé, oui, ça apporte un plus pour sa recherche d'emploi derrière, pour les travaux. Mais attention, il ne faut pas confondre quelque chose. Un ingénieur, ça ne va pas être un technicien plus, entre guillemets. Finalement, un ingénieur, je pense qu'il ne va pas faire le boulot d'un technicien. Il ne faut pas confondre, il faut pas venir avec l'idée qu'en école d'ingénieur, vous allez devenir un technicien plus. Vous allez améliorer votre niveau BTS. Ça, je pense pas que ça soit ça, et les entreprises derrière vont pas exiger ça de vous. Parce que forcément, un ingénieur derrière, il y aura une paye différente qu'un BTS, ça c'est clair et net. Mais cependant, il n'y aura pas non plus les mêmes exigences en termes professionnels derrière, à l'issue du diplôme. Et qu'une licence pro en élevage, je pense que licence pro en élevage, ça vous a spécialisé vraiment dans un domaine. Mais l'école d'ingénieur, elle va vous apprendre des connaissances dans d'autres domaines. Et oui, je pense que ça peut être un plus. Pour moi, ça peut être un plus. Ça peut que être un plus d'avoir une école d'ingénieur parce que vous gardez vos connaissances techniques que vous allez allier avec des gestions de projet, des choses qu'on a moins l'habitude de faire en DUT ou licence pro. Et je pense que ça peut faire comme plus sur un CV. Oui. Tu peux compléter, Sandrine, sur les quelques compétences vraiment particulières à l'ingénieur que tu connais bien? Alors, par rapport à ce que dit Paul, je suis totalement d'accord. C'est-à-dire qu'il faut effectivement pas s'attendre quand on vient à l'école à faire de la technique et encore plus de technique en BTS ou en licence pro, etc. L'objectif là de la formation d'ingénieur, c'est l'objectif de la formation d'ingénieur, mais c'est aussi ce que les professionnels attendent. Et je suis d'accord avec Paul. Les professionnels, quand ils recrutent un ingénieur, ils veulent pas un super technicien. Ils veulent quelqu'un qui a effectivement d'autres types de compétences. Il n'y a pas de jugement de valeur entre BTS, voilà, c'est juste qu'on est sur des niveaux différents et donc des compétences qui sont attendues, qui sont différentes en termes de conception et de gestion de projet, d'approche globale. Ça, je pense que c'est important. On l'a dit dans la construction de la formation. Ce qu'on va chercher, c'est que vous ayez une vision d'ensemble, que vous ne soyez pas focalisé, spécialisé dans un domaine, mais que vous sachiez faire les liens avec ce qui entoure l'entreprise, ce qui entoure votre thématique de travail, pour aller voir ailleurs et vous donner des idées pour résoudre des problèmes, pour innover, voilà. Et c'est vraiment sur ces niveaux-là qu'on va attendre et que l'entreprise attend un ingénieur. Et la reconnaissance par le professionnel, elle est pas. Moi, je dis pas qu'elle est supérieure, c'est qu'elle est différente. Le professionnel va attendre effectivement d'un ingénieur quelque chose de différent d'un BTS ou d'un licence pro. Là encore, même dans le monde du travail, il y a de la place pour tout le monde et pour tous les niveaux. Encore une question. Alors justement, pour quelqu'un qui sort de BTS, est-ce qu'il est recommandé de faire une licence pro juste derrière ou peut-on accéder au concours directement? Alors, là, je peux répondre. Ça va dépendre un petit peu de votre degré de réflexion sur votre projet professionnel. C'est-à-dire que si vous avez déjà des idées un petit peu précises sur ce que vous souhaitez faire, les types d'entreprises dans lesquelles vous voulez aller, les types de missions qui vous intéressent, il faut tenter le concours apprentissage. En revanche, si le BTS vous a pas encore permis, vous avez encore besoin de réfléchir à votre projet, pourquoi pas une licence pro. Quand vous allez passer le concours apprentissage, une fois que vous avez le concours, derrière, c'est une recherche d'emploi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, il faut savoir un petit peu ce qu'on veut. Et donc, il faut avoir cette maturité-là. Donc, ça va dépendre Alors,
ça va dépendre de où vous en êtes à la sortie du BTS, quoi. Alors, j'ai une autre question plus générale. C'est quelle est la part de femmes par rapport aux hommes parmi les étudiants? Alors, on a une école très, très féminine. Chez les étudiants. Chez les étudiants. Chez les apprentis, non. Le parcours en apprentissage a quelques particularités, et notamment le fait qu'on est quasiment sur 50% de femmes. Alors, on est sur 55% de femmes et 45% d'hommes. Alors que sur le cursus étudiant, on doit monter à 65-70% de femmes. Donc c'est vrai que là, pour les apprentis, c'est quasiment c'est moitié-moitié. Je vois que j'ai une autre petite question. À partir de combien de moyenne en DUT génie biologique option agro pouvons-nous prétendre être pris? Ça, c'est une question pour Paul. J'avais combien, toi, Paul, de moyenne en DUT? Je ne sais même plus à vrai dire combien j'avais. Faut comprendre que ça se limite pas seulement à des notes, je pense. Enfin, j'étais pas candidat lorsque j'étais pas dans le jury, je suis pas dans le jury, mais je vois autour de moi, il y a des gens qui n'avaient pas forcément la meilleure moyenne qui ont été pris et d'autres qui avaient une très bonne moyenne et qui n'ont pas été pris. Je pense que c'est juste de la motivation derrière. Le motivation, c'est pas forcément. Je pense qu'il faut de la motivation. C'est la chose la plus importante. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut dans la vie, ce vers quoi on veut aller, pourquoi on veut le faire. Avoir déjà peut-être une idée de son parcours pro. Et non, il n'y a pas de moyenne exigée. Après, c'est sûr que je pense que dans le cadre des dossiers, ils doivent sélectionner un peu en fonction des moyennes, bien évidemment. Mais non, il n'y a pas de seuil à respecter pour pouvoir candidater. Si vraiment vous en avez la motivation, si vous savez le retranscrire, si vous êtes motivé à rechercher une entreprise, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Eh bien, écoutez, je n'ai plus de questions. Personne n'a d'autres questions avant que nous terminions? Nous avons encore 7 participants, quelques participants qui nous ont quittés, mais apparemment, il n'y a plus de questions. Donc, peut-être qu'on peut clore cette présentation. Sandrine, il me semble qu'il faut que tu remettes la dernière diapo, qui vous invite à rejoindre le site internet en fait de VetaGroSup. Donc, je vais vous la repasser. Donc, vous pouvez vous connecter donc, sur cette page jpo-vettagrosup.mistrikingly.com. Voilà. Ah, j'ai quand même une petite question de dernière minute. Ouh, j'en ai même 3. Alors, je souhaite... Eh bien, voyez, il suffisait de demander. Alors, je vais vous les mettre en direct. Donc, je souhaite m'orienter vers des centres de recherche sur la vie dans le sol. Me conseilleriez-vous votre école? Oui, je peux répondre. La vie dans le sol, c'est un élément dont on parle de plus en plus au niveau agricole et de l'agronomie. Chaque agriculteur cherche à améliorer la qualité de son sol. Donc, bien évidemment, déjà, dès la première année, en tronc commun, on va retrouver, ça va être le tout premier module que vous allez avoir si vous entrez dans l'école. Donc, ça va être de la vie du sol, le travail du sol, comment limiter l'impact de l'agriculture, comment optimiser ses rotations de culture, des choses comme ça. Et oui, forcément, on va travailler dessus. Ça va se retrouver dans l'option de deuxième année ou également dans la deuxième année, on va pouvoir également travailler sur le sol. Et en troisième année, il y a l'option Calice qui permet vraiment de se spécialiser dans l'agronomie. Donc oui, je pense qu'il y a des possibilités pour vous qui avez posé la question dans notre école, puisque oui, la vie du sol est vraiment étudiée et il y a des profs, des enseignants-chercheurs qui sont spécialisés dans ce domaine-là. Et pour compléter, on a une apprentie qui est rentrée l'année dernière et qui travaille justement sur la thématique des sols à l'INRAE. Et donc voilà, oui, c'est notre formation aussi le permet. Donc, une autre question par rapport au niveau d'anglais, Sandrine.
Alors, là, moi, je vais me retourner plutôt vers Paul, alors qui avait un niveau d'anglais, niveau DUT. Mais est-ce que tu as été surpris par le niveau d'anglais du concours, de l'épreuve du concours, par rapport à ton niveau de DUT? Moi, non, ça m'a pas choqué. Non, non, franchement. Et même, j'ai des camarades qui sortent de BTS et non, enfin, on est accompagné pour réussir en anglais, donc il y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Non, pour moi, il y a pas de raison. C'est juste de la continuité de ce qu'on a fait les années précédentes. Donc, non, il y a pas un fossé entre le BTS et l'école d'ingénieur au niveau d'anglais. Certes, il faudra le travailler. Là, je dis pas le contraire. Il faudra le bosser pour s'améliorer sans cesse, mais vous allez lire de plus en plus d'écrits en anglais lors des cours, des choses comme ça, et ça ne va que vous aider pour vous, pour l'école, mais aussi pour la suite de votre projet pro. Et au niveau de l'anglais au concours, faut quand même avoir un niveau, le niveau BTS. Hein, l'épreuve de concours, elle n'est pas faite pour des bac plus 5 en anglais. Elle est faite pour des sortants de BTS, DUT, etc. Donc, ça correspond à un bon niveau de BTS, quoi, ou de DUT. Et une petite inquiétude, donc visiblement, ouais. Est-ce que la charge de travail est vraiment supérieure par rapport à un niveau BTS? Il y a du travail. Alors il y a du travail. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas avec AgroSup en se disant derrière c'est tranquille. Il y a quand même beaucoup de choses à faire, notamment sur le cursus apprentissage, hein, puisque là quand même, et là je laisserai après la parole à Paul, hein, le cursus apprentissage il est très exigeant. Il est exigeant parce qu'il y a les missions en entreprise à assurer. Et en parallèle, il faut continuer à apprendre aussi des choses à l'école. Donc c'est ce cumul un peu des deux qui fait que que la charge de travail est importante. Après, c'est aussi ce cumul des deux qui fait que c'est motivant et intéressant. Alors Paul, pour compléter peut-être. Concernant la charge de travail, j'ai pas fait un BTS, je suis désolé. Après, je suis entouré de personnes qui sortent de BTS. Je pense que oui, c'est différent, mais je pense que c'est pas déplaisant. Ils travaillent peut-être plus, mais ils travaillent sur des sujets qui leur plaisent, et donc forcément, on s'en aperçoit moins. Enfin, ils sont vraiment concernés par leur sujet d'étude, donc ça leur plaît vraiment ce qu'ils font. Donc c'est même d'un point de vue pour soi-même, c'est enrichissant d'apprendre des choses nouvelles, je pense. Donc certes, il faut travailler peut-être plus qu'en BTS. Mais c'est pas la mort non plus. Il faut se rassurer. Enfin, en dehors de l'école, on a tous des activités extrascolaires, on fait tous des sports et on arrive à gérer. Donc, je pense que pour vous aussi, ça peut être également le cas. Et après, concernant les périodes en entreprise, où donc ouais, il faut répondre. Enfin, voilà, c'est le rythme d'un salarié, donc faut répondre aux exigences de l'entreprise. Et après, sur ce point-là, j'aimerais revenir sur un point. Moi, quand je voulais candidater, j'entendais beaucoup de choses comme quoi, oui, quand on est en entreprise, il faut suivre en parallèle des cours qui sont donnés aux étudiants de l'école pendant qu'on n'est pas là, des choses comme ça. Non, ça, je tiens à vous rassurer de suite, jamais le soir, vous allez devoir rattraper le cours de la journée quand vous êtes en entreprise. Quand vous êtes en entreprise, vous êtes en entreprise, vous n'avez pas de cours à suivre de l'école, et quand vous êtes à l'école, voilà, vous avez des périodes spécifiques pour assister aux cours, donc et vous concentrer pleinement sur les cours. Donc non, il y a vraiment une distinction de fait, et c'est une des forces. Et c'est pour ça que quand Sandrine présentait le calendrier un mois, je pense que c'est une des forces de l'école aussi, ce calendrier qui est en place dès votre entrée à l'école, ou pour l'organisation des projets, ou même l'organisation à l'entreprise. C'est vraiment simple de savoir vers quoi on va. Et donc, je pense que c'est une force dans l'organisation du travail. Eh bien, écoutez, je crois qu'il faut que nous mettions fin à cette présentation. Je remercie. Il y a une dernière question. Il y en a une qui est publiée. Un conseil il y en a une qui est publiée. Concours. Alors,
moi, pour passer sereinement les concours, si vous avez alors suivi votre BTS, votre DUT de manière sérieuse, avec des résultats qui sont satisfaisants, que vous savez ce que vous voulez, que vous avez commencé à mettre en place une démarche de recherche d'entreprise, etc., venez sereinement passer le concours. Enfin voilà, il faut savoir, ce que vous voulez, où vous voulez aller, et puis être effectivement motivé et savoir que vous avez 3 ans avec une entreprise à l'école pour progressivement monter en compétences. Il faut connaître l'école, le parcours, et voilà. Je pense que c'est moi le conseil que je donnerais. Paul, peut-être. Oui, je vous rejoins sur ce point-là. Donc, il y a d'abord, dans un premier temps, donc, le concours écrit. Donc, la rédaction plus l'anglais. De préparation, là, non, parce que vous allez être sur un sujet en lien avec l'actualité un peu agricole, où vous allez donner vos impressions, des choses comme ça, vous allez développer, donc il n'y a pas vraiment de conseils à donner. Peut-être se coucher tôt la veille, mais... Oui, se coucher tôt la veille, c'est ça. À part ça, franchement, non, pas spécifiquement. Même l'anglais, c'est difficile de le préparer. Si je me souviens bien, c'était une compréhension orale peut-être, oui. et une rédaction. Donc, on peut toujours le préparer si vous voulez le préparer même sereinement et regarder des séries en anglais, des choses comme ça. Et après, concernant un oral, ça se prépare toujours, j'ai envie de dire. Il faut savoir un peu le plan dans sa tête, il faut avoir une idée de ce qu'on va dire, peut-être le préparer en amont, le poser une fois par écrit, ça peut faire que du bien. Se renseigner un peu sur l'école et voilà, savoir montrer sa détermination et sa volonté d'intégrer l'école et ce que ça pourrait, sur un plan pro, apporter à la personne, le fait d'intégrer l'école. Et s'il y a la motivation, il n'y a pas de raison, franchement. Merci. Je ne sais pas à qui on donne le mot de la fin. Non, mais merci d'être venu. Et puis, si vous avez d'autres questions... il y a une question, là, je vois, sur est-ce que la voie par apprentissage est-elle plus sélective que la voie initiale? Sandrine, peut-être? Alors, sur la diapo qui a été présentée précédemment dans la conférence précédente, on voit qu'effectivement, le concours apprentissage, c'est le concours qui est parmi les autres concours le plus sélectif, puisque il y a 29% d'intégrés par rapport au nombre d'inscrits. Sur le concours, les autres concours, on est sur des taux un petit peu plus élevés. Voilà, c'est tout à fait réalisable, hein, 29%, 30%, on est quand même sur des taux qui sont, si on a la motivation, la préparation et un parcours qui satisfaisant en amont, voilà, il n'y a pas de, enfin, il faut y aller, quoi. Voilà, nous en avons terminé avec le tour des questions. Donc, nous espérons vous accueillir très bientôt sur notre campus, donc proche de Clermont-Ferrand. Et nous vous remercions pour votre écoute, votre participation. Et nous vous souhaitons une très bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.